Salut salut! Bienvenue pour un nouvel update graphique. Aujourd'hui, je suis habillée comme dans le dernier update lecture. Je pense que vous avez l'habitude en vrai, hein. Je tourne rarement un update tout seul. Et là, celui-là, il faut absolument que je le tourne parce qu'il faut absolument que j'aille rendre les livres à la bibliothèque. On est de nouveau sur que des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. En vrai, je trouve ça hyper cool. Ça me permet de lire vraiment beaucoup de graphiques sans rien dépenser. Genre, vraiment... J'avais dit qu'à la fin du mois de février, peut-être que j'emprunterais autre chose à la bibliothèque. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait et je ressens ni le besoin ni l'envie. Parce que bizarrement, ça me dérange pas de mettre 20 € ou 25 €. Alors c'est rare quand j'achète un livre neuf, mais même neuf, ça me dérange pas de mettre 20 ou 25 € dans un livre, quitte à l'abandonner au bout de 50 pages. Ça ne me dérange pas. Par contre, mettre, je ne sais pas combien coûtent les BD, c'est pas marqué derrière, mais mettre 15, 16, 18, 20 € dans une BD, j'ai un peu plus de mal. Alors que là, la bibliothèque, ça me permet d'en lire beaucoup pour rien du tout. C'est parfait. Bref, j'essaye au maximum de lire plusieurs tomes d'une même saga pour tous vous les, pour vous présenter 2 ou 3 tomes en général d'une même saga dans les updates. C'est pas toujours possible et notamment il y a des sagas dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps dont je vais vous reparler ici. Mais bon, écoutez, j'essaie de faire au maximum pour éviter de me répéter en fait dans les updates graphiques. Mais voilà, on va commencer, j'arrête de blablater. La première saga, je vous en ai déjà parlé, mais c'est les 2 derniers tomes. Donc le tome 5 de Nin, Magic City et le tome 6, Lune de glace de Darlo et Pillet. Vraiment, j'ai adoré cette saga, je trouve ça trop cool. Et s'il y a un tome 7, je le lirai, clairement. Ici, on suit donc Nin, qui a été retrouvée quand elle était bébé dans le métro, par 2 employés du métro qui vont devenir ses pères adoptifs. En gros, et quand elle a, je sais pas, elle doit avoir 11-12 ans, elle est au collège il me semble, elle fait un exposé sur le métro et à partir de là elle va découvrir tout un univers et toute une histoire, tout un monde souterrain, encore plus souterrain que le métro, et elle va se jeter là-dedans, genre vraiment elle est passionnée par tout ce qui s'y passe et on découvre un univers un peu fantastique en rapport avec le métro, et j'ai trouvé ça, j'adore cette saga. J'aurais aimé un truc vraiment purement historique et purement basé sur des faits réels sur le métro et sur son histoire, mais ça m'a pas dérangé que ça parte en fantastique, et ça part un peu loin en fantastique quand même, mais j'ai trouvé ça vraiment trop cool. À chaque fois elle se met en danger, elle rencontre un tigre, oui elle a un tigre comme espèce d'animal de compagnie, écoutez, qui se balade dans le métro. Faites gaffe, si vous habitez à Paris, peut-être il y a un tigre qui se balade dans le métro. Écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de métro à Bordeaux, donc ça va, je suis tranquille. Voilà, il est là, le tigre. Voilà. Et donc, on suit ça. Elle a aussi ses 2 amis avec qui elle va, ses 2 meilleures amies avec qui elle va au collège, qui vont un peu essayer au début de lui dire attention, c'est dangereux, n'y va pas et tout, et qui vont au final la suivre dans son aventure parce que ça a l'air trop cool. Et parce qu'après tout, c'est des enfants, donc ils sont pas là pour être raisonnable, et vraiment j'ai trouvé ça trop cool. J'adore le personnage de Nin, je la trouve vraiment vraiment intéressante en fait. C'est un personnage féminin fort pour la jeunesse, c'est vraiment cool d'avoir un personnage comme ça en jeunesse. Je trouve ça absolument génial. Je vais essayer de vous montrer une planche. C'est une BD où, ben voilà, on n'a pas... En fait, moi, j'aime pas les BD où vraiment chaque planche est divisée de la même manière, avec le même nombre de cases, de la même taille et tout. Je trouve ça beaucoup trop carré, bizarrement, beaucoup trop régulier. J'aime bien quand les cases font pas toujours la même taille, ils n'ont pas toujours le même... quand les planches sont pas toujours découpées de la même manière. Vous voyez là, par exemple, on a un grand dessin avec l'éléphant, et parfois on a carrément des grandes pages comme ça. Je trouve ça vraiment cool. J'adore cette saga, vraiment, je l'ai lu hyper rapidement, et en fait je l'ai dit en vlog, avec la fin du tome 6, tu sais pas s'il y a un tome 7 ou pas. La fin peut être comme ça et ça sera ok, et pourrait y avoir une suite que ce serait pas gênant. Donc je sais pas. Il faudra que je me renseigne sur ce que Darlo et Pillet ont fait d'autre. Darlo tout seul, ou Pillet tout seul, ou les 2 ensemble, je ne sais pas, parce que ouais, il faudrait que je regarde ce qu'ils ont fait d'autre, et que je voyais pour les lire. Ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes de Emma et Capucine de Jérôme Hamon et Lena Sayapoum. Donc le tome 1,
Un live pour 3, le tome 2 1er août et le tome 3 quand les paillettes disparaissent. Alors le tome 1 il est à moi, je l'avais acheté il y a longtemps maintenant et je l'avais lu il y a longtemps et j'avais pas hyper bien compris le tome 1 et du coup j'avais jamais pris la peine d'acheter la suite. Quand j'ai vu que la suite était disponible à la bibliothèque, et eh bien je les ai pris, donc les tomes 2 et 3. Il y a d'autres tomes encore, je pense que je les prendrai un jour plus tard et je vous en parlerai un jour plus tard quand je les aurai lus. Bref, donc avant de lire le tome 2, j'ai relu le tome 1 que j'avais chez moi et qui pour le coup est à moi. Il faut que je fasse gaffe de ne pas ramener à la bibliothèque d'ailleurs. J'ai beaucoup mieux compris ce qui se passe dans ce tome 1 à la relecture. Peut-être que j'étais pas du tout concentrée la première fois, je ne sais pas. En gros, on suit donc Emma et Capucine qui sont sœurs. Emma est la grande sœur, Capucine est sa petite sœur. Et en fait, elles font toutes les deux de la danse classique depuis et toujours, en gros. Emma a voulu faire de la danse classique, donc elle a fait de la danse classique. Et sa petite sœur, comme c'est assez souvent le cas, a voulu faire comme sa grande sœur. Et donc elles font de la danse classique toutes les deux. Et au début du tome 1, elles doivent passer un concours pour intégrer l'école de l'opéra. Donc je suppose l'école de l'opéra de Paris. Voilà, elles doivent passer ça, mais en même temps, elles se posent des questions toutes les deux. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elles veulent? Est-ce qu'elles vont y aller? Est-ce que s'il y en a une qui est prise et pas l'autre, celle qui est prise va vraiment y aller? Comment on va vivre s'il y en a une qui est pas prise? Comment elle va le vivre? Comment elle va le prendre? Voilà, il y a toutes ces questions-là, en plus des questions de l'adolescence classique. Enfin, genre, c'est pas une période hyper cool. Et donc voilà, on les suit là-dedans. Et j'ai adoré, je l'ai dit en vlog récemment, enfin récemment pour moi à l'heure où je tourne cette vidéo, donc fin mars pour vous, on suit pas vraiment la relation qu'elles ont en tant que sœurs, toutes les deux, un petit peu plus dans le tome 3, mais pas vraiment au début. On suit surtout comment chacune voit sa vie avec la danse et avec quel type de danse, comment elle imagine son destin. Son futur, qu'est-ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, dans quelle école elle veut rentrer, et on les voit du coup assez séparément avec leur groupe d'amis et ce qui se passe pour elles chacune séparée. Il y a très peu de scènes où elles sont réellement toutes les deux, et il n'y a pas vraiment non plus cette espèce de concurrence entre les deux, parce qu'elles vont quand même passer le même concours, et du coup elles sont quand même un petit peu en concurrence, donc il y a pas ça, c'est pas présent, et j'aime bien cette saga, je trouve ça cool. La prochaine fois que j'irai à la bibliothèque, je regarderai bien sûr s'il y a les tomes 4, 5 et je ne sais pas combien il y a de tomes de nouveau dans cette saga. Et j'aime bien, je vais vous montrer des planches du tome 1, je vous ai montré des planches du tome 3 en vlog, donc je vais éviter de vous montrer les mêmes. Donc on est sur une BD où tout n'est pas, comme je disais, divisé de la même manière. Voilà, les planches sont divisées chacune... comme ça arrangeait l'histoire en fait. Et on a aussi des planches entières où les filles ne font que danser. Donc on nous les représente en train de danser et donc il n'y a pas de bulle en fait, tu les vois juste danser. Bon là évidemment je n'en trouve pas parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, j'ai trouvé, il y a des pages entières comme ça où vraiment il n'y a pas de bulle et vraiment on les voit danser, s'entraîner et tout. Et je trouve que c'est assez bien fait, c'est assez cool. J'aime vraiment beaucoup cette saga et je suis contente de l'avoir malgré tout retentée parce que j'avais lu le tome 1, vraiment j'avais pas tout compris. En fait à la fin de ma première lecture du tome 1, j'arrivais même pas à savoir qui était Emma, qui était Capucine, qui allait où, qui faisait quoi. Et là, j'ai beaucoup mieux compris. Non mais comme quoi, je devais pas être bien réveillée genre là, apparemment. Du coup, je suis contente d'avoir retenté, parce que c'est pour ça que j'avais jamais acheté la suite, vu que j'avais pas vraiment compris le tome 1. Bah, j'avais lu d'autres BD, d'autres trucs, et j'avais un peu zappé Emma et Capucine, et je suis contente d'avoir retenté, parce qu'en fait, j'aime bien. Ensuite, j'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 2, Les Larmes du Dragon, de Fornes, Carbone et Barreau. Je vous ai parlé du tome 1 il n'y a pas longtemps. En fait, je savais pas que le tome 2 était sorti. Il y a un tome 3 qui s'appelle Au secours de la licorne. C'est écrit tout petit, donc je suis pas très sûre, mais je crois que c'est un truc comme ça. Sauf qu'il n'est pas disponible à la bibliothèque et j'ai même l'impression que la bibliothèque à laquelle je vais ne l'a même pas acquis. Donc du coup, je me suis dit que j'allais... De toute façon, je dois rendre le livre rapidement. J'ai déjà demandé à le prolonger pour pouvoir vous le montrer dans cette update. Donc il faut que je le rende assez rapidement. Mais c'est pas grave,
vous prendrai le tome 3 ensuite et je vous parlerai du tome 3 ensuite. Ici on suit donc Elina qui au début du tome 1 découvre que sa grand-mère est la sentinelle du petit peuple. La sentinelle du petit peuple, ça veut dire qu'elle est la seule être humaine à voir les elfes, les fées, le petit peuple, quoi, vous avez compris. Et donc elle est un petit peu leur pont et leur lien avec les humains et elle peut les aider. La grand-mère, je parle. Sauf qu'au début du tome 1, la grand-mère est tombée, elle a fait une chute, elle est quand même assez âgée et elle est à l'hôpital parce qu'elle a besoin d'être soignée. Et Elina et sa mère viennent vivre quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, chez sa grand-mère pendant qu'elle est à l'hôpital pour être avec elle et quand même aller la voir et être présente et tout. Et Elina va donc découvrir que sa grand-mère n'est pas folle, qu'elle parle du petit peuple et qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas, mais qu'elle n'est pas folle. Et Elina va devoir trouver la pommade de fée. Donc la pommade de fée, c'est le titre du tome 1, pour elle-même voir le petit peuple et pouvoir les aider. Et là, dans ce tome 2, il y a un souci avec la pommade de fée, toujours, et elle doit trouver des larmes du dragon pour pouvoir réparer la pommade de fée, enfin faire une pommade de fée qui va fonctionner correctement, parce que c'est pas le cas de celle du tome 1. Bref, et donc voilà, elle doit trouver un dragon pour avoir des larmes de dragon. J'adore les dragons, donc j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 parce que ça parle de dragon et parce que c'était cool. Il y a un petit... c'est tout ça, dans ce tome 2 en tout cas, c'est lié à la forêt de Brocéliande et à tous les mythes qu'il y a autour. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que globalement, le petit peuple et tout, c'est pas quelque chose qui me passionne. Les dragons, oui. Le petit peuple, non. Donc Brocéliande et tout, c'est pas mon délire, j'avoue. Mais franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très cool. Pareil, je vais vous montrer une planche. Ah mais il y en avait une jolie, j'arrive pas à la retrouver. Ah, voilà. Ça peut donner des trucs comme ça. Je trouve ça très cool. Pareil, j'ai regardé s'il n'y avait pas le tome 3 à la bibliothèque la dernière fois. Il n'y était pas, comme j'ai dit. Donc un jour, peut-être je le trouverai, je l'emprunterai. Et je vous en parlerai en update. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, le tome 2, Le temps perdu de Gauthier et Lefebvre. Quand j'ai parlé du tome 1, j'ai dit que je croyais que c'était une saga et qu'en fait c'était pas une saga. Et bien en fait c'est une saga. Je sais pas si vous avez suivi, mais voilà. En fait c'est pour ça que je vous ai parlé du tome 1 tout seul, parce que je croyais que c'était une saga et il me semblait avoir découvert que c'était pas une saga. Mais en fait il y a un tome 2. Voilà. Donc dans le tome 1, on rencontre Épiphanie Frayeur qui se traîne littéralement sa peur, qui l'oppresse depuis toujours et qui veut se débarrasser de sa peur dans le tome 1. Et ici, donc le temps perdu, ici elle va se rendre compte que à cause de sa peur qui l'a oppressée pendant une grosse partie de son enfance, elle a raté plein de choses. Elle n'a pas fait plein de choses que font la plupart des enfants. Et donc elle veut essayer de rattraper ce temps perdu. Et il y a toute une histoire, enfin tout un espèce de chemin initiatique. C'est assez bizarre. Et dit comme ça, moi la première, j'aurais pas envie d'y aller. Je me dirais, oh là là, ça va être chiant à lire. Mais en fait, non. C'est tellement bien fait. Si ça reste pour les enfants, c'est vraiment cool. Et voilà, elle va essayer de rattraper le temps perdu. Et le temps perdu est une notion fantastique dans cet univers du coup. Et il y a un moyen qui existe pour littéralement rattraper le temps perdu. J'ai trouvé ça absolument génial. J'adore les dessins ici, j'adore les illustrations, voilà. J'adore, vraiment, je trouve ça absolument trop cool. Et il y a pas mal de passages où il y a très peu de texte et moi je trouve ça cool, alors non pas parce que du coup parce que c'est hyper rapide à lire du coup, mais surtout parce que pour moi ça m'oblige à vraiment regarder les dessins, parce que sinon j'ai tendance à lire et juste à vite faire regarder, tu vois, mais pas vraiment à me concentrer dessus, alors que quand il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte, ça m'oblige à regarder vraiment le dessin et je trouve ça cool de prendre le temps de regarder le dessin, parce que je le fais mine de rien rarement avec les BD. Vraiment j'adore Épiphanie Frayeur, je trouve ça trop cool. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles que bizarrement j'ai adoré. Je dis bizarrement parce que Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, il me semble, j'ai essayé de le lire et j'ai pas du tout accroché à l'univers. Le livre de base, j'ai pas du tout accroché. En fait là ça m'a plus fait penser au Alice au Pays des Merveilles, le film de Tim Burton avec Johnny Depp. Voilà, c'est à ça que je fais référence plus qu'au livre
de base. Mais vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument génial. Pour moi, c'est un livre à mettre entre les mains de tous les enfants, peu importe leur âge, genre de 6-7 ans à, je dirais même 12-13 ans. Franchement, enfants, pré-ado et tout, je trouve ça trop cool. Je vous ai présenté du coup les 4 graphiques, enfin un peu plus, mais 4 sagas en tout cas. L'update est donc terminé et j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.